va porter des propositions qui sont à peu près dans le droit fil de ce que vient d'exposer Grégory, mais après je vais faire aussi un peu politique. C'est qu'il faut qu'on s'attende quand même à ce qu'il y ait très vite un 49.3 et qu'on n'aura pas forcément de... Enfin, moi, je pense, et on est quelques-uns à penser, qu'il y a une grande réflexion de la part du gouvernement Bayrou pour ne pas se faire chier comme l'année dernière, excusez-moi l'expression, mais ça va être ça, et trouver la mécanique réglementaire ou en tout cas voilà, les outils prévus par la Constitution et le Parlement pour éviter les débats au Sénat comme à l'Assemblée nationale. Pourquoi je dis ça? Parce que l'anticiper, ça veut dire aussi que ça nous évite, alors on peut être le nez sur le guidon de propositions comme vient de l'exposer Grégory, et j'y souscris bien évidemment, effectivement en tant qu'écologiste, des budgets dédiés à l'urgence climatique et l'adaptation et l'atténuation dans les territoires, et le mandat municipal, ça va être celui-ci, outre le vieillissement de la population et la fragilité liée à l'augmentation de la pauvreté, de la précarité, donc ça va percuter, enfin c'est en train de l'être déjà, et ça va se décliner dans nos territoires urbains comme ruraux, ça c'est sûr. Donc anticiper le 49.3, et ça veut dire que, je vais faire le lien avec ce qu'Audrey disait, c'est que dans l'histoire du mouvement écologiste, on ne nous a jamais attendu jusqu'à présent sur les questions de finance, de discours sur la dette, de ce qui se passe. Et le fait qu'on s'organise depuis quelques années autour de ces questions, grâce notamment aux résultats des élections de 2020, c'est hyper positif et il faut le valoriser. Et nous commençons à avoir un socle qui devient de plus en plus solide, en lien aussi avec le travail au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc ça, je pense qu'on a encore à consolider ce réseau-là et à faire valoir nos propositions et travailler encore plus à muscler notre communication. Moi, je pense que c'est ça le travail qu'on doit faire dans les prochains mois, et valoriser, c'est pas que à travers France Urbaine et les autres fédérations d'élus avec lesquelles nous sommes en lien. Il faut valoriser ça auprès du grand public, faire aussi de la pédagogie et pas se contenter de faire par les réseaux sociaux qui vont à l'encontre de la prise en compte de la complexité du sujet et qui fait que ça éloigne les citoyens de l'enjeu de ça. Et on a un sujet démocratique par rapport à ça. Après, sur les marges de manœuvre, parce que je vais faire aussi le lien par rapport aux sous et tout, il y a aussi, dans la tarification des services publics, on a au niveau des conseils départementaux, conseils régionaux, mais aussi communes, on a aussi des choses à faire valoir qui articulent justice sociale, prise en compte de l'environnement. Et je vais citer un exemple. On a un blocage de la part du président du conseil départemental de Côte-d'Or sur la tarification progressive des repas dans les collèges. C'est 2 € sous prétexte qu'il faut que tous les gamins mangent bien au collège. C'est 2 € par repas, quels que soient les revenus des parents. Un repas au collège, c'est genre, au total, c'est de l'ordre entre 12 et 16 € selon que vous avez, selon la situation et tout. On se bat au niveau du groupe de gauche écolo pour dire, depuis des années, c'est inadmissible, ça ne tient pas la route avec votre discours par ailleurs. Et en fait, pourquoi le président est en train de revenir là-dessus? C'est parce que la situation financière du département de la Côte-d'Or, même si celui-ci est très riche, il est obligé d'aller chercher des marges de manœuvre. Donc il revient, il est en train de commencer à s'aligner sur les positions que nous avions tenues depuis plusieurs années. Je le dis parce que ça va être des leviers hyper importants pendant la campagne municipale et dans l'élaboration des programmes. Dernière chose que je voulais aborder, on en a parlé avec Grégory hier, je mets en garde sur la question de la gratuité. Quand vous affichez dans les programmes municipaux la gratuité des transports publics ou la gratuité de qui paye, ça n'existe pas la gratuité. Il y a au final quelqu'un qui paye. Et si, alors je pense que d'abord l'afficher comme ça, c'est complètement démagogique. Ça va à l'encontre de notre volonté d'écologiste, avec notre volonté que les citoyens soient appliqués avec les tenants et les aboutissants
des problèmes des finances, puisqu'on est dans un atelier finance. Donc c'est des prendre pour des comptes. Et troisièmement, par rapport à l'ambition qu'on veut pour les services publics, si on reste dans la question des transports, c'est qu'on veut plus de transports de qualité pour effectivement détourner les gens de la bagnole, pour avoir démultiplier les infrastructures, améliorer le matériel, et puis que ce ne soit pas réservé pour les métropoles, les communes et tout ça, et qu'on puisse aussi travailler à la desserte, transport du quotidien. Donc je mets ça aussi au cœur du débat, parce que, voilà, en gros, le budget transport, c'est un tiers le délégataire, enfin, voilà, un tiers la collectivité et un tiers les usagers. Et ça remet aussi l'usager. C'est ce que je disais tout à l'heure, dans la relation à l'impôt, même quand on est très pauvre, on va pouvoir contribuer à la vie publique, à la constitution des services publics, puisqu'on a un retour sur ces services publics, et c'est ce que disait Marc Simon tout à l'heure, ce qu'on dit tous à travers nos interventions. Et c'est ça aussi que nous devons porter, là je retourne au Parlement, que nous devons aussi réaffirmer avec la façon de le dire au Sénat, à l'Assemblée nationale, etc., mais avec quelque chose qui soit cohérent par rapport aussi à ce qu'on porte dans chacun de nos collectivités. Merci beaucoup Catherine.